Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours accompagnée de mon auteur invité de cette semaine, Julie Weinstedt. Et Julie, j'aimerais ça qu'on parle de Julia Léveillé, le 3e tome qui sort à l'automne. On va parler de quoi comme thème cette fois-ci? Bien, dans le 3e tome, Julia entre en secondaire 1 et donc elle vit une grande transformation dans son évolution. Et on va aborder le thème de l'anxiété chez les enfants. Donc, c'est encore une fois, c'est pas Julia va en vivre. J'ai voulu mettre en parallèle un enfant qui vit une période de transformation importante, puis de montrer à quel point, parce qu'on oublie en tant qu'adulte, on pense qu'il n'y a rien là, rentrer en secondaire 1, mais il y a beaucoup de choses qui changent pour eux, tu sais, alors qu'ils étaient les plus grands en 6e année de l'école, qui donnent une espèce de confiance en soi facile, je dirais. Ça faisait 6 ans qu'ils étaient dans la même bâtisse, connaissaient tous les professeurs, un horaire du lundi au vendredi, quelques professeurs, 2 ou 3, le professeur principal, professeur d'anglais, de musique, mettons. Alors là, ils tombent et souvent des plus petites écoles. Là, ça amène une grande transformation où est-ce qu'ils vont tomber dans une école avec des milliers d'élèves. Ils seront peut-être pas avec les amis du primaire qu'ils connaissent. Ils vont devoir redéfinir leur identité, redéfinir à quel groupe ils appartiennent, retrouver des amis. Juste ça, c'est pas facile. On s'imagine nous-mêmes là, se débarquer dans un nouvel emploi, une nouvelle corporation où on connaît personne, puis juste le temps que ça prend là, de se refaire des liens avec des gens, c'est pas une période facile. Mm-hmm. Donc, eux vivent ça quand ils rentrent au secondaire. Donc, se repérer dans des lieux physiques qu'ils connaissent pas, un horaire sur 10 jours, donc c'est plus du lundi au vendredi. Si l'examen est à remettre au prochain jour 3, mais ça tombe quelle journée ce jour 3-là? Donc, beaucoup de nouveautés. En plus de le vivre au Québec, au moment de leur puberté, en général. Alors, ils doivent affronter aussi les changements de leur corps, les hormones qui rentrent et tout ça. Donc, vraiment une période propice à l'anxiété. Et j'ai voulu, dans le 3e tome, montrer comment un enfant, pas un enfant, plutôt une adolescente de 13 ans, comment certains vont réussir à bien naviguer à travers ça, puis oui, ils vont avoir quelques petits symptômes, mais qui ils finissent par le gérer, l'apprivoiser, puis la vie est belle, versus une autre adolescente qui, elle, s'y perd un peu, et là, vraiment, l'anxiété va prendre de l'ampleur et envahir sa vie, en fait. Parce que c'est un fléau très répandu présentement. Oui. Je suis pas psychologue, là, je peux pas nommer toutes les causes de ça, mais quand je parle justement avec les intervenants avec lesquels je m'assois pour faire la recherche de mes livres, ce thème-là, ils m'ont tous dit c'est super important parce que ce qu'on voyait justement dans la période propice, l'anxiété qu'on voyait dans une période propice et explicable de l'entrée au secondaire, maintenant, on le voit chez les enfants de 8-9 ans. Oui, c'est ça, c'est de plus en plus jeune, hein? Oui, exactement. Donc, j'ai eu envie d'écrire sur ce thème-là, aussi parce qu'on me le demandait, de la part des intervenants, des professeurs, mais aussi parce que je pense que c'est vraiment pas bien compris c'est quoi l'anxiété. Puis il n'y a pas un enfant ou un adolescent qui va lever la main puis dire « Excusez-moi, je souffre d'anxiété. » Tu sais, ils ne savent pas quand ça leur arrive à eux, ils sont pris dans leurs émotions, ils sont pris dans les symptômes physiques, dans leur douleur, mais ils ne savent pas que c'est ça. Alors, c'est le rôle du parent, des professeurs, de tous les adultes qui gravitent autour de ces enfants-là, de jouer aux détectives et de voir les signes. De voir les signes avant-coureurs, exactement. Puis parce que ça se traite très bien, l'anxiété, le plus tôt que c'est pris. Mais plus l'anxiété va se cristalliser, plus l'enfant va adopter des comportements d'évitement et plus ça va durer longtemps, bien là, plus le travail pour renverser tout ça va être grand. Et ça va sortir quand? Ben là, j'attends que mon éditeur revienne de vacances. On parle de soit la fin de l'année 2014 ou le début 2015.
Ouais. Et là, tu es en écriture du 4e. Je suis en écriture du 4e présentement. Est-ce qu'on peut savoir le thème? Ah oui, moi, ça me fait plaisir parce que je pense que de toute façon... on connaît pas l'histoire, on connaît juste le thème qui est relié. Oui, puis la série de l'émission de Julia Léveillé, je pense qu'après le tome 2, déjà, on a la saveur des thèmes que j'aborde et tout ça. Donc, le 4e thème est sur l'autisme. Ah, wow! Oui. Fait que Julia va aller garder un enfant. Ben, en fait, elle s'en va visiter sa tante aux États-Unis et qui a un fils autiste, donc son propre cousin qu'elle a vu une seule fois quand Julia avait 5 ans, puis elle s'en souvient pas du tout. Puis c'est un peu là tabou. On lui a dit que son cousin était différent, mais sans trop d'explications. Puis elle va se retrouver par la force des choses avec cette famille-là pour quelques jours et là, elle va avoir de toutes les couleurs. Parce que c'est vraiment... tu sais, moi, j'ai appris, là, je peux même te dire, Amélie, qu'il y a, ne serait-ce que... Il y a 3 mois avant que je commence la recherche, que je pensais comprendre l'autisme alors que je ne... Ah oui? Oui, je pensais un peu comprendre c'était quoi. Puis quand tu te mets à discuter avec des familles, quand tu te mets à lire sur le sujet, quand tu interroges des ergothérapeutes qui travaillent avec ces enfants-là, je peux te dire que je connaissais pas grand-chose. Il n'y a pas un enfant autiste qui est pareil. Non, exactement. C'est un spectre. Ils ont des points communs, mais l'expression des 3 axes là, de l'autisme est différente complètement d'un enfant à l'autre. Mais c'est tellement important de chercher à comprendre parce que on juge souvent, on pense souvent parce qu'ils ont des comportements très, très, tu sais, bon, particuliers, c'est ça, si on parle, mettons, si on fait une moyenne, là, d'un enfant, surtout quand ils sont non-verbaux, qui vont faire, on appelle ça du flapping, puis ils vont faire des bruits, puis ils vont cogner partout, c'est épeurant, c'est normal, tu sais, c'est normal d'avoir peur quand on comprend pas. Puis s'ils sont pas verbaux, bien souvent, la première pensée, c'est qu'ils sont pas intelligents, alors que c'est complètement faux. Complètement faux. Donc, j'avais le goût de créer un nouvel outil qui présenterait justement un personnage autiste sous un jour très charismatique puis accrocheur, tu sais, puis qui nous montrer la personne qui est prise dans ce corps autiste. Parce que moi, c'est comme ça que je les vois maintenant, les autistes. C'est une personne comme toi et moi qui sont pris dans un corps autiste. Alors, s'il y en a qui sont aveugles, ils ne peuvent pas voir, il y a un défaut de la vision, on ne les juge pas pour ça, on le comprend bien parce que c'est facile. L'autisme, c'est plus compliqué, vraiment, le plus compliqué à comprendre, mais c'est la même chose. Il y a une personne, il y a une âme, qui est pris dans un corps autiste puis qui fait qu'ils n'agissent pas comme toi puis moi, tout simplement. J'aimerais ça qu'on parle un peu de l'effet popcorn. Oui, c'est avec plaisir. C'est un livre que tu as fait avec ta bonne amie Marie-Josée Harel. Absolument. Et c'est des pensées, des trucs qui nous font réfléchir. Oui. C'est-tu 50... Je me rappelle plus si c'est bien 52, c'est ça? Oui, absolument. une par jour. Une par semaine. Une par semaine, oui, c'est ça. Ça aurait été un livre très épais si on avait fait un par jour. Oui, hein? Une par semaine. Alors, c'est 52 histoires, 26 écrites par Marie-Josée Harel, 26 écrites par moi. Marie-Josée et moi, on a toujours eu cette même passion pour le thème de l'intériorité, tu sais, comment les personnes réfléchissent par rapport aux événements de leur vie, comment ils établissent leurs valeurs, comment ils travaillent leur intérieur pour devenir de meilleures personnes. On a lu vraiment beaucoup de bouquins sur les thèmes de la spiritualité, de la croissance personnelle et tout ça. Puis on a eu le goût de justement écrire des histoires très ancrées dans le concret, dans le quotidien. Fait qu'on prend des événements de notre propre vie, toutes les deux, puis on montre un peu aux lecteurs comment on utilise ces fameux outils-là qui sont partout dans les livres de croissance personnelle, de spiritualité, comment on essaie de les intégrer dans la vie, dans nos vies de maman, dans nos vies de femmes d'affaires, dans nos vies d'amis, dans nos vies d'épouses. C'est ça, pour faire face à notre quotidien, y faire face. Puis tu vois, déjà, il y a dans cette expression-là, il y a comme une espèce ça implique qu'il y a comme de l'adversité, hein, faire face à la vie, ça veut dire que la vie, il y a une certaine adversité à travers ça. Fait que oui, dans des moments d'adversité,
comment on essaie de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, mais aussi dans les beaux moments de la vie, comment il faut s'arrêter, puis... Pour savourer. Oui, exactement. Prendre le temps de dire merci, prendre le temps de dire « Wow, regarde ce qui m'arrive », là, tu sais, parce que dans la vitesse à laquelle la vie évolue aujourd'hui, hein, c'est très facile de dire « Ah, cool », puis de jeter ça aux poubelles, puis de vouloir plus immédiatement, quelques secondes après, en fait. Et le premier a été best-seller en moins de 60 jours. En moins de 60 jours, Faut exactement. le faire quand même avec des auteurs qui n'étaient pas connus au départ. C'était notre premier livre, à Marie-Josée puis à moi. Fait qu'on a un petit peu agréablement, évidemment, surprise de la réceptivité du premier tome. Je pense que les lecteurs, les lectrices se reconnaissent dans les écrits, puis du fait que c'est très concret, Et les histoires sont courtes aussi, fait que ça Oui. nous permet que si on est pressé de prendre quelques minutes à peine pour lire la pensée de la semaine, la réflexion de la semaine. Exactement, c'est 5 paragraphes, ça reste avec nous, ça nous permet de réfléchir quand on est en voiture un petit peu sur le thème, sur comment ça s'applique ou pas à notre vie. Puis c'est ça, c'est pas long, c'est un peu à l'effigie des bouillons de poulet pour l'âme, là, tu sais, qui a été si populaire, là. Alors, on espère que le tome 2 qui vient juste de paraître va connaître un beau succès lui aussi. Julie, si tu me permets, on s'arrête et dans les prochains instants, on parle de ton coup de cœur littéraire. Parfait, merci.